Quand toute une armée dit non, ce n'est pas un simple acte de désobéissance, c'est un séisme politique. Imaginez, des officiers, des soldats, autrefois considérés comme les piliers de la stabilité au Bénin, refusent collectivement d'obéir aux ordres. Pas dans le secret d'un bureau ou à huis clos, mais au grand jour, devant leurs supérieurs, devant la nation. Ils devaient marcher vers la frontière nord. Personne ne bouge. On leur ordonne de disperser des manifestants dans les rues de Cotonou. Silence, hésitation, immobilisme. Et c'est justement dans cette hésitation, dans ce vide-là où l'autorité militaire semblait autrefois inébranlable, qu'une crise politique s'est transformée en quelque chose de bien plus grave, une remise en cause radicale de tout l'ordre politique du pays, et peut-être même de sa raison d'être. Ce n'est pas un coup d'État classique. Aucun char d'assaut n'a roulé à l'aube sur le bitume de la capitale. Pas de discours martial, pas de général prenant le contrôle de la télévision nationale. Ce qui se passe au Bénin dépasse la logique du putsch militaire. C'est une fracture idéologique, profonde, qui remonte à la surface après des années de tensions latentes. On assiste à la désintégration visible du contrat social et institutionnel qui liait l'armée et le gouvernement, et tout cela sans un seul coup de feu. Mais alors, pourquoi maintenant? Pourquoi cette rupture soudaine, dans un pays où la discipline militaire était, jusqu'ici, presque une fierté nationale? Pour le comprendre, il faut regarder plus loin que Cotonou et se tourner vers la vague de panafricanisme qui bouleverse l'Afrique de l'Ouest. Depuis que le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir au Burkina Faso, il incarne bien plus qu'un simple chef d'État. C'est devenu, pour beaucoup, le symbole d'une génération qui rejette le statu quo postcolonial et aspire à une vraie souveraineté. Ses discours, partagés en boucle sur les réseaux sociaux, résonnent bien au-delà de Ouagadougou. Ils parlent à cette jeunesse béninoise qui, elle aussi, se sent trahie par les promesses non tenues de l'indépendance, fatiguée de voir son destin dicté par des intérêts étrangers. Dans ce contexte, chaque geste du gouvernement Talon est scruté, interprété, jugé. Le président, fort de son image de réformateur, a fait le choix stratégique de placer le Bénin dans le camp occidental. Proximité avec la France, coopération sécuritaire, attractivité pour les bailleurs internationaux. Mais à mesure que les juntes du Sahel expulsèrent les troupes françaises et affichèrent leur défiance vis-à-vis de l'ordre établi, le Bénin, lui, semblait camper sur une ligne opposée, jusqu'à être accusé, à tort ou à raison, de servir de base arrière à des opérations étrangères contre ses voisins africains. Dans l'écosystème de rumeurs et d'informations qui domine la politique ouest-africaine à l'ère des réseaux sociaux, la perception devient réalité. Et la réalité, c'est qu'une partie importante de la population et de l'armée perçoit désormais le gouvernement non comme le garant de la souveraineté nationale, mais comme un relais d'intérêts extérieurs. C'est là que la contestation populaire rejoint la défiance militaire. Quand des manifestants brandissent à Cotonou des portraits d'Ibrahim Traoré, ils ne soutiennent pas seulement un leader étranger. Ils revendiquent une identité, une vision, un choix pour l'avenir du Bénin et de l'Afrique de l'Ouest. L'armée, jusqu'ici silencieuse, se retrouve prise dans cette vague, elle aussi traversée par les doutes, les réseaux, les aspirations transfrontalières. Ce n'est plus une simple affaire de discipline ou d'ordre, c'est un affrontement pour l'âme même du pays. Ce qui est en jeu? Rien de moins que la stabilité du Bénin, l'avenir de ses institutions, sa place dans une région en pleine recomposition. Si l'on sous-estime la profondeur de cette crise, si l'on se trompe de diagnostic ou de solution, c'est tout un équilibre qui peut s'effondrer avec des conséquences dévastatrices pour l'économie, la sécurité et la jeunesse béninoise. Alors, comment en est-on arrivé là? Pour le comprendre, il faut remonter à la recomposition silencieuse de l'Afrique de l'Ouest depuis plusieurs années. Le Bénin, pilier de stabilité, se retrouve au cœur d'une tempête qu'il n'a pas vue venir. Pendant des années, ce pays était cité en exemple. Démocratie apaisée, institutions robustes, économie en croissance, et surtout, une armée réputée loyale à l'ordre républicain. Mais en coulisses, tout a changé. La vague de coups d'État qui a bouleversé l'Afrique de l'Ouest, du Mali au Burkina Faso en passant par le Niger, a profondément transformé les équilibres régionaux. Là où autrefois le modèle dit «
France-Afrique, imposer sa logique, c'est désormais l'aspiration à la souveraineté, la défiance envers les vieilles tutelles et la montée du panafricanisme qui redessine le paysage. Cette recomposition s'est accélérée ces dernières années. L'expulsion de la France par les jeunes du Sahel, leur rapprochement avec la Russie, la popularisation de discours prônant l'indépendance totale et la solidarité africaine ont agi comme un électrochoc bien au-delà du Sahel. Un homme cristallise cette dynamique. Ibrahim Traoré, jeune capitaine devenu chef d'État du Burkina Faso. À la différence de ses prédécesseurs, il ne se revendique pas seulement comme un soldat venu rétablir l'ordre, mais comme le héros d'une génération qui veut tourner la page du passé colonial. Son influence dépasse largement ses frontières. Quand des manifestants béninois défilent à Cotonou, brandissant des portraits de Traoré, ils ne soutiennent pas seulement un leader étranger. Ils affirment une vision, un choix de société, un désir profond de réappropriation du destin africain. Mais le Bénin n'a pas suivi ce virage. Patrice Talon, le président en place, a fait le pari de la stabilité à tout prix et de l'ancrage occidental. Il a renforcé les partenariats sécuritaires avec la France et d'autres alliés européens, misé sur la coopération avec la CEDEAO, l'organisation régionale qui incarne, pour ses détracteurs, la continuité du modèle post-colonial. Ce positionnement n'est pas anodin. Dans un contexte où la défiance envers l'Occident explose sur les réseaux sociaux, où chaque rumeur de base militaire ou d'intervention étrangère est scrutée, analysée, amplifiée, la perception d'un gouvernement aligné devient vite un sujet explosif. C'est là que la crise commence. Même si aucun fait officiellement vérifié ne prouve que le Bénin ait servi de base arrière à des opérations contre ses voisins sahéliens, dans l'écosystème informationnel actuel, ce qui importe, ce n'est pas tant la réalité des faits que la façon dont l'histoire est perçue. Une grande partie de la population béninoise, et manifestement une part importante de son armée, a le sentiment que le gouvernement a choisi son camp, et que ce camp, ce n'est pas celui de la solidarité africaine, mais celui des intérêts extérieurs. Cette impression, qu'elle soit exacte ou non, est d'une puissance politique redoutable. Ce qui se joue là, c'est bien plus qu'une rivalité diplomatique. C'est une bataille pour l'âme idéologique du pays. Lorsque des soldats reçoivent l'ordre de se préparer à des déploiements qui pourraient les mettre en confrontation avec des forces du Burkina Faso, ils se retrouvent face à un dilemme identitaire profond. Les frontières héritées de la colonisation les séparent de communautés avec lesquelles ils partagent langue, lignage et histoire. Comment obéir à des ordres perçus comme contraires à cette fraternité? C'est ici que la loyauté militaire, traditionnellement acquise au pouvoir, se fissure. Refuser d'obéir n'est plus seulement de la désobéissance, c'est une remise en cause existentielle de la légitimité du pouvoir en place. La montée du panafricanisme, portée par des figures comme Traoré, s'appuie sur ce sentiment d'appartenance transnationale. Les réseaux sociaux jouent un rôle clé. Ils diffusent ces idées à la vitesse de la lumière, transcendent les frontières, nourrissent la contestation et rendent obsolètes les vieilles manières d'imposer l'ordre. Ce n'est plus seulement une lutte politique, mais une révolution silencieuse, idéologique, où le contrôle des récits et la mobilisation populaire comptent autant, sinon plus, que la force brute. Face à ce raz-de-marée, ne pas comprendre la profondeur des mutations en cours serait une erreur fatale. Sous-estimer la puissance des mobilisations, ignorer la recomposition des fidélités au sein de l'armée, ou croire que la simple répression suffira à ramener l'ordre, c'est courir le risque de précipiter non seulement le Bénin, mais toute la sous-région dans l'instabilité. Car la crise qui secoue Cotonou aujourd'hui est le symptôme d'une Afrique de l'Ouest en pleine réinvention, où chaque choix engage le futur bien au-delà des frontières nationales. Mais c'est précisément cette opposition de vision, entre un pouvoir ancré dans l'ordre ancien et une jeunesse avide de rupture, qui a mené à la fracture entre le gouvernement et son armée. Lorsque l'ordre militaire se heurte à la conscience collective, c'est toute la nation qui vacille. Ce qui se joue aujourd'hui au Bénin n'a plus grand-chose à voir avec la mécanique classique des coups d'État. Ici, on assiste à une crise inédite, où la rupture entre le pouvoir de Patrice Talon et son armée déborde largement le strict cadre institutionnel.
Le refus d'obéir aux ordres ne se manifeste pas par le fracas des chenilles de blindés sur le bitume, mais par une résistance diffuse, têtue, dont les ramifications plongent jusqu'au cœur de la société béninoise. Les premiers signes ne trompent pas. Dans plusieurs cas, des officiers se sont publiquement désolidarisés des décisions venues du sommet. L'hésitation, palpable, à réprimer les manifestations grandissantes dans les rues de Cotonou révèle tout. La chaîne de commandement s'effiloche. Certains soldats refusent purement et simplement d'agir contre des manifestants qui, souvent, pourraient être leurs cousins ou leurs voisins. Ils se savent observés, jugés, pas seulement par leurs supérieurs, mais par tout un pays et par des millions d'yeux derrière leurs écrans. C'est là que les réseaux sociaux jouent un rôle décisif. En quelques heures, les discours d'Ibrahim Traoré, chef de file de la nouvelle vague panafricaine au Burkina Faso, sont traduits, sous-titrés, partagés et commentés par des milliers de jeunes béninois. Les vidéos circulent à une vitesse folle. On y voit Traoré dénoncer l'ingérence étrangère, revendiquer la souveraineté et appeler l'Afrique à se réinventer par elle-même. Cette parole, portée par une figure qui s'est imposée en rupture avec les élites traditionnelles, touche une corde sensible. Elle légitime le refus d'obéissance, elle donne un nouveau visage à la contestation, et elle fracture la conception même de la légitimité du pouvoir en place. Sur les places, dans les quartiers, les manifestants brandissent des portraits de Traoré autant que des pancartes contre Talon. Ce geste n'est pas anodin. Il marque la volonté de s'inscrire dans une nouvelle identité africaine, débarrassée des tutelles occidentales et des héritages coloniaux. Ce signe d'allégeance symbolique, porté par la jeunesse, résonne bien au-delà des frontières du Bénin. Il interroge aussi la nature même de la nation béninoise. La frontière nord, tracée par les colonisateurs, coupe au cœur des communautés liées par la culture, la langue, l'histoire. D'un côté comme de l'autre, ce sont parfois les mêmes familles, les mêmes rêves. La loyauté à l'État se heurte à la solidarité régionale, et ce conflit révèle à quel point l'idée nationale elle-même est fragile, contestée, en pleine mutation. La force de cette révolution silencieuse, c'est qu'elle ne se contente pas de renverser un gouvernement ou de changer des uniformes. Elle remet en cause tout un ordre hérité, toute une vision du futur. Plus aucune élite, plus aucun chef, ne peut prétendre imposer sa légitimité sans l'aval d'une population désormais hyperconnectée, informée, capable de s'organiser en temps réel. Les grandes messes officielles, les communiqués sur papier à en-tête, pèsent peu face à la viralité d'un mot d'ordre lancé sur WhatsApp ou d'un live Facebook qui rassemble des dizaines de milliers de spectateurs. Le pouvoir n'est plus seulement dans les casernes. Il se joue désormais dans la rue, dans le flux constant de l'information, dans la capacité d'incarner une aspiration collective. Pour le gouvernement Talon, le danger est immense. Si la fracture militaire s'accentue, il risque non seulement de perdre son principal outil de stabilité, mais aussi toute capacité à reprendre la main sur la situation. Un pouvoir dont l'armée doute est un pouvoir qui vacille. Dans ce contexte, il devient pratiquement impossible de contenir la contestation sans risquer l'explosion. Pire, la perte de contrôle pourrait déboucher sur un effondrement total des institutions, avec des conséquences incalculables pour le pays comme pour ses voisins. La loyauté vacille, la légitimité s'effrite, et le moindre faux pas peut précipiter la chute. Mais il ne faut pas s'y tromper. Cette crise n'est pas seulement béninoise. Elle secoue toute l'Afrique de l'Ouest, menace ses équilibres économiques et politiques. Ce qui se joue à Cotonou aujourd'hui résonne bien au-delà de ses frontières. Le sort du Bénin pourrait redessiner la carte politique, économique et idéologique de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi ? Parce que ce qui se joue aujourd'hui à Cotonou dépasse de très loin le cadre béninois. Regardez la CEDEAO d'abord. Son autorité n'a jamais été aussi contestée. Après avoir échoué à empêcher ou même à gérer efficacement les récents coups d'État chez ses voisins sahéliens, l'organisation régionale se retrouve face à une crise qui menace directement sa crédibilité. Si elle ne parvient pas à éviter une dérive ou un effondrement au Bénin, alors la CEDEAO risque de perdre ce qui lui reste de légitimité, et l'ordre régional pourrait vite basculer dans une instabilité chronique. Cette instabilité, parlons-en. Si le Bénin venait à basculer, le fameux corridor d'instabilité,
qui s'étire déjà depuis le Sahel, risquerait de s'étendre jusqu'au golfe de Guinée. Et ce n'est pas seulement une affaire de frontières ou de politique. C'est tout l'équilibre économique de la sous-région qui serait mis en danger. Le port de Cotonou, par exemple, est vital non seulement pour le Bénin, mais aussi pour des pays comme le Burkina Faso ou le Niger, qui n'ont pas d'accès direct à la mer. Historiquement, ce port a servi de poumon commercial à toute la région. Mais voilà, depuis que ces États sahéliens réorientent leurs alliances, sous pression des sanctions occidentales, ils cherchent désormais à diversifier ou même à détourner leurs échanges commerciaux vers d'autres routes. Si le gouvernement béninois est perçu comme hostile ou aligné sur des intérêts extérieurs, il suffirait d'un rien pour que le flux de marchandises, de devises et donc d'emplois se tarisse. Pour Cotonou et pour tout le Bénin, ce serait un coup dur à tous les niveaux. Chômage accru, baisse des recettes de l'État, multiplication des tensions sociales. Ce climat d'incertitude économique nourrit d'ailleurs directement la contestation. Les manifestants à Cotonou ne sont pas un bloc uniforme. Ce sont des travailleurs du port, des jeunes sans perspective, des militaires inquiets pour leur avenir, des militants panafricanistes galvanisés par la rhétorique de figures comme Ibrahim Traoré. Chacun porte ses propres raisons de descendre dans la rue, mais tous convergent vers un rejet des politiques actuelles et de l'influence occidentale. C'est là que la question de la France devient explosive. Certes, la présence française au Bénin est plus discrète que dans certains pays voisins, mais elle reste un facteur bien réel dans la vie politique et économique du pays. Les liens étroits entre le gouvernement de Patrice Talon et Paris sont aujourd'hui devenus un handicap politique. Être perçu comme trop proche de la France, dans ce contexte de rejet postcolonial, c'est s'exposer à la même vague de colère populaire qui a déjà balayé des gouvernements au Mali, au Burkina Faso ou au Niger. Même si les allégations d'opérations françaises à la frontière nord restent difficiles à prouver, la perception d'un parrainage extérieur nourrit le sentiment que le Bénin n'est pas maître de son destin, un ressort puissant pour les opposants. Et cette perception-là explose à travers les réseaux sociaux. Là où il fallait autrefois des années pour installer une idée, il suffit aujourd'hui d'une vidéo ou d'un tweet viral pour retourner l'opinion en quelques heures. Les récits panafricanistes, le rejet de la France et, plus largement, de l'Occident, se propagent à la vitesse de la lumière. Ce climat rend quasiment impossible tout retour en arrière. Le discours anti-occidental est devenu un élément central de l'identité contestataire et renoncer à ce discours serait perçu comme une trahison, aussi bien par les manifestants que par une partie des militaires. Dans ce contexte, les grandes puissances étrangères ajustent leur stratégie. Les États-Unis, après avoir investi massivement dans la formation, l'équipement et le partenariat sécuritaire au Sahel, observent la situation avec inquiétude et hésitation. Les résultats ont été décevants, les gouvernements partenaires ont été renversés, et aucun cadre clair n'a émergé pour gérer cette nouvelle donne où la Russie avance ses pions via le groupe Wagner, rebaptisé mais toujours opérationnel. Les Américains cherchent leur place, tandis que les Russes, eux, profitent du chaos régional pour élargir leur influence. Que ce soit par l'action directe ou simplement en inspirant l'opposition, la stratégie russe vise clairement à fragiliser les régimes alignés sur l'Occident, à étendre la zone d'incertitude et à montrer que l'alternative panafricaniste séduit de plus en plus. Or, ce qui rend la situation béninoise particulièrement dangereuse, c'est que l'effondrement d'un pays comme le Bénin exposerait toute la sous-région à un véritable choc. Insécurité accrue, ingérences étrangères, trafic illicite, perte de confiance chez les investisseurs, et donc recul généralisé des économies locales. Le moindre faux pas, la moindre incompréhension des dynamiques sociales, et c'est toute une génération qui risque de payer le prix fort, en temps, en argent et en sécurité. Alors, dans cette impasse où chaque décision semble risquée, il est crucial de comprendre quelles leçons peut-on tirer de cette crise et surtout, quelle marge de manœuvre reste réellement aux différents acteurs pour éviter le pire. C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie. Le Bénin n'est pas condamné à suivre la trajectoire du Sahel, mais il doit revoir ses certitudes. La situation actuelle n'est pas une fatalité. Pourtant, chaque jour qui passe sans réponse adaptée rapproche le pays d'un point de bascule difficile à rattraper.
La clé qui se dessine depuis les rues de Cotonou jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir, c'est le contrôle du récit national. Aujourd'hui, la jeunesse béninoise ne se reconnaît plus dans les discours officiels perçus comme tièdes, déconnectés, voire dictés de l'extérieur. Les portraits d'Ibrahim Traoré brandis lors des manifestations ne sont pas un simple effet de mode. Ils symbolisent une quête de dignité africaine et une exigence de souveraineté nouvelle. Ce sont ces aspirations qu'il faut entendre pour éviter le piège de la rupture définitive. Le gouvernement de Patrice Talon doit urgemment proposer une vision renouvelée, pas seulement administrative ou économique, mais profondément identitaire. Cela commence par une remise à plat du dialogue national. Ouvrir la porte à un débat franc avec toutes les parties prenantes, associations de jeunes, syndicats, diaspora, société civile et même une partie de l'opposition, sans diaboliser ceux qui osent défier l'ordre établi. Car ignorer ou réprimer ces voix ne ferait qu'attiser la défiance et accélérer la fragmentation du tissu social. Au-delà du dialogue, il y a une nécessité impérieuse. Répondre aux besoins économiques et symboliques portés par les manifestants. Le chômage, la précarité, l'impression d'être laissé pour compte alimentent la colère. Mais c'est aussi la question de la place du Bénin dans l'Afrique du XXIe siècle qui se pose. Les promesses de croissance ou de stabilité ne suffisent plus si elles ne s'accompagnent pas d'une reconnaissance claire de l'aspiration à l'autonomie et à la justice. Un autre enseignement fort de la crise: la fidélité de l'armée ne se décrète plus par décret ou par la peur. Elle se gagne par la légitimité et la confiance. Les hésitations, voire la neutralité affichée de certains corps militaires face aux ordres du pouvoir, traduisent une rupture profonde. Pour recoller les morceaux, il faut repenser la relation entre l'État et ses forces de défense, intégrer les militaires dans la réflexion sur l'avenir du pays, reconnaître leurs préoccupations et renouer avec une forme de patriotisme partagé. Sinon, toute tentative de reprise en main sécuritaire risque de se retourner contre le régime et de provoquer le chaos. Côté international, les partenaires du Bénin, qu'ils soient ouest-africains, européens ou américains, doivent aussi revoir leurs méthodes. La pression, la stigmatisation ou les injonctions venues de l'extérieur n'ont jamais suffi à calmer une crise de légitimité. Au contraire, elles donnent du carburant au discours panafricaniste qui dénonce l'ingérence étrangère. Il est temps de privilégier la médiation, l'écoute et l'accompagnement discret, sans chercher à imposer des solutions préfabriquées. En définitive, l'avenir du Bénin ne se jouera ni à Paris, ni à Washington, ni même à Abuja. Il se joue dans la capacité du pays à redéfinir sa souveraineté à l'aune des réalités contemporaines. Une souveraineté qui ne soit pas synonyme de repli, mais d'émancipation réfléchie, adaptée à l'interdépendance régionale et aux aspirations populaires. Rater ce moment, négliger ces leçons, ce serait s'exposer à une spirale d'instabilité durable, à un scénario où l'État s'effrite, où l'espace se referme pour les opportunités économiques, et où la jeunesse, déçue, chercherait ailleurs l'espoir qu'on ne lui offre pas. Ce serait aussi reculer devant l'opportunité historique de renouveler le pacte politique, de restaurer la confiance dans les institutions, et de montrer à toute l'Afrique de l'Ouest qu'une autre voie est possible. Alors, que va devenir le Bénin et, au-delà, l'Afrique de l'Ouest? Ce qui se passe à Cotonou annonce peut-être le vrai XXIe siècle de l'Afrique. Impossible de réduire la crise béninoise à une simple lutte de pouvoir ou à une énième histoire de tensions civilo-militaires. Ici, quelque chose de plus profond se joue. Un affrontement entre un modèle d'État hérité de la période post-indépendance et une génération qui ne se reconnaît plus dans les vieux schémas, qui refuse de choisir entre Est et Ouest, et qui veut imposer sa propre vision du futur africain. Ce bouillonnement, nourri par l'exemple des voisins sahéliens et amplifié par la vague panafricaine portée par Ibrahim Traoré, traverse aujourd'hui tout le Bénin, dans les casernes, dans la rue et sur les réseaux sociaux. Ce qui rend la situation unique, c'est que la contestation ne passe pas par les chars dans les rues, mais par une bataille d'idées, de légitimité et d'identité. La fidélité de l'armée, fondement ultime de tout pouvoir, est testée face à une mobilisation populaire qui se présente non pas comme une menace, mais comme une expression authentique de l'âme africaine. Dans le même temps,
la crédibilité des institutions régionales comme la CEDEAO est sur la sellette. Pourront-elles vraiment soutenir un membre en crise ou sont-elles déjà vidées de leur substance? Ne pas prendre la mesure de ce qui se joue, choisir l'indifférence ou la simplification, ce serait laisser filer l'occasion de comprendre comment se fabrique, ici et maintenant, le futur du continent. Les choix que feront Talon, son armée, la rue et les acteurs extérieurs pèseront bien au-delà du Bénin. Cette crise, c'est un laboratoire à ciel ouvert. Ce qui en sortira influencera la stabilité, l'économie et la place de toute l'Afrique de l'Ouest dans le monde. Alors, restons attentifs. Car ce qui se décide à Cotonou, c'est aussi une part de notre avenir collectif.